voilà au début d'une nouvelle semaine et j'espère que tout le monde se porte bien. Bonjour les amis, merci de choisir BF1. Bienvenue dans le Loft, votre programme du lundi et du mardi où on se retrouve, vous le savez, ensemble pour échanger avec nos invités, mais également aborder des questions qui vous concernent, qui nous concernent, histoire d'avoir des éléments de réponse, mieux comprendre ou pourquoi pas partager notre expérience par rapport à une situation ou à une autre. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que tout le monde se porte bien et surtout que vous avez eu le temps pendant ce week-end-là de faire le plein d'énergie pour la nouvelle semaine qui commence, de passer d'agréables moments avec les personnes qui vous sont chères et que là, vous avez la pêche, comme on le dit, pour entamer cette nouvelle semaine. En tout cas, on est super heureux de vous avoir sur nos antennes et on vous dit encore une fois merci. Alors aujourd'hui, on est lundi, on a des invités pour vous. Une question très intéressante et surtout très importante, autant pour notre société, pour notre jeunesse que pour tout le monde. Il sera question aujourd'hui de tabagisme. Mais on en parle en deuxième partie. Avant, on reçoit pour vous une grande dame. Sa mission, mettre en lumière les autres femmes. Et pour cela, elle a été repérée et elle a été mise en lumière. On échange avec elle aujourd'hui. Madame Sandrine Folame-Ouedraogo est notre invitée sur ce plateau. Femme entrepreneur, femme qui crée de l'emploi, femme qui transmet du savoir, femme qui contribue à absorber, pour ne pas dire à réduire la pauvreté dans notre pays. Bonjour, comment ça va? Bonjour Stéphanie, je vais bien. Et toi? Ça va très bien ce week-end? Oui, ça va. Ça bien passé? La semaine, oui, ça se passe bien. Ça s'est bien passé et le début de la semaine aussi, ça va. D'accord, ok. Oui. Alors, tu es PDG. Ah oui, je le connais, PDG. Parce que c'est vraiment une lourde tâche, donc oui. Je le connais. EGS événementiel. Oui, EGS événementiel. D'accord, donc... Souvent, quand on entend le nom, bon, on entend ce qu'on fait. Mais après avoir passé une journée là-bas, il y a des filles qui me disent « Ah, là, hein, on ne sait pas ce que vous vivez réellement dans ce domaine. Donc, je reconnais mon PDG. Ah ouais, PDG, ce n'est pas un titre qu'on donne à n'importe qui. Non, c'est un travail, c'est un boulot. Ce n'est pas juste « je suis PDG ». Oui. Avant, on n'acceptait pas, mais maintenant, on voit que vraiment on mérite. On mérite le titre. Donc, je suis PDG de EGS événementiel. Exactement. Qui est une entreprise événementielle. Et je peux me présenter en même temps? Ok. Donc, Sandrine Folane, comme elle l'a si bien dit, et je suis PDG de EGS événementiel et promotrice culturelle de Africa Mousso. EGS événementiel, c'est une agence qui est dans le domaine de la décoration, la location de matériel de cérémonie et le service traiteur. Voilà. Mais moi, je vais peut-être plus me concentrer sur Africa Mousso. D'accord. Alors, pourquoi tu crées Africa Mousso? D'accord. Africa Mousso, je l'ai créé parce que j'ai été inspirée par moi-même mes activités. Parce que durant il y a eu un certain temps, je voyais un peu ce que je faisais. Et chez moi, ce n'est pas un problème. Je vois souvent les femmes qui sont plus en difficulté que moi. Je les vois sur les voies. Je les vois en brousse, je les vois dans les champs, je les vois un peu partout et je vois qu'elles ne sont jamais vues. Ça veut dire, je vois, en fait, ce n'est pas parce que c'est Africa Mousso, mais je peux dire que je n'avais jamais vu d'événement, par exemple, quand on encourage les femmes de la rue. Voilà, généralement, c'était des événements, des femmes qui étaient déjà milliardaires, si je peux me permettre, ou millionnaires. En fait, les opératrices économiques, des grandes dames, des dames qui occupent des postes de responsabilité. Voilà, donc je me suis dit pourquoi ne pas créer un événement qui valorise aussi l'autre facette de la femme aussi, la femme africaine. Parce que sans elle, par exemple, nous n'allons pas manger. Parce qu'il faut se lever à 4 heures, aller payer les condiments à Zinyaré ou à Kaya, je ne sais pas, et revenir nous donner. Donc, si elle est gourou et le bas aussi n'est pas là, on va en symbiose en fait. Donc, absolument. Donc, toi, et Africa Mousso, en fait, c'est pour valoriser ces femmes. Donc, à Africa Mousso, tu n'as pas besoin d'avoir fait l'école ou d'avoir des grands diplômes ou d'être ministre, d'être gouverneur pour être récompensé. Tout le monde peut participer à Africa Mousso. D'accord. Donc, tu décides de mettre en lumière les femmes du secteur informel. Parce que quand même... mais du coup, comment
comment tu les trouves? C'est vrai qu'on en connaît forcément toute une autour de nous, comme tu le dis, qui se réveille aux aurores, qui va traverser la ville, soit qui cherche des condiments, soit qui ramasse des ordures pour que notre cadre de vie soit plus propre, soit qui est en train de balayer la route et tout ça. Oui, mais après, comment tu les trouves quand tu arrives à mettre en place une cérémonie de distinction et sur la base de quoi tu décides que c'est elle cette fois et nous mettons d'abord un comité d'organisation et ensuite un jury. Chaque année, nous avons un jury qui est composé de 2 femmes et un homme. Voilà, ces femmes, généralement, c'est des femmes même entrepreneurs. Voilà, et il y a eu même, par exemple, l'année passée à la 4e édition, il y a eu même la présidente du jury, c'était même une lauréate de Africa Mousso. Parce qu'eux, ils sont plus dans le domaine. Voilà, ils arrivent à voir quelle femme vraiment. Et ça, le jury s'occupe de ça et on a des critères de sélection. Voilà, par exemple, on peut citer quelques critères comme genre avoir une expérience de 5 à 10 ans dans le domaine. C'est vrai qu'il faut les encourager, mais c'est difficile aussi, une femme qui vient de commencer, d'aller l'apprendre, parce que ce n'est pas sûr qu'elle ait l'expérience. Il faut aussi qu'elle ait fait ses preuves. Ça veut dire quand elle est légumineuse, qu'est-ce qu'elle a pu faire en vendant les légumes. C'est surtout ça. On a des femmes tisseuses de pagne qui ont eu à payer les études de leurs enfants. Donc, c'est important aussi. Donc, on demande une expérience de quelques années. Et aussi à faire de l'emploi. Voilà. Par exemple, si tu es tisseuse et que tu es seule, ça va être un peu difficile pour nous de te mettre de te présélectionner, de faire partie des lauréates, parce que tu ne crées pas de l'emploi. On veut aussi des femmes qui créent de l'emploi. Ça veut dire, même si elle est tisseuse, elle a une quand même qu'elle paye par mois, qui est à côté. Bon, elle peut même employer 5 personnes, 10 personnes, peut-être une centaine de personnes, pourquoi pas. Voilà, en fait, l'idée, c'est de pouvoir voir l'impact de son activité dans la vie des autres. Tout à fait. En dehors de ça, il y a des domaines exceptionnels comme la conduite. Ça, c'est des femmes héros. Bon, c'est des domaines, bon, elles sont seules, mais quand même, elles ont le courage de faire un domaine qui est de domaine tel que considéré comme domaine des hommes. D'accord. Voilà. En dehors de ça, il faut avoir des expériences de 5 ans, faire de l'emploi et être dans le secteur informel. Voilà. Il y a d'autres critères aussi. Donc, mais déjà là, c'est clairement mieux situé par rapport à cela. Mais parlons de Sandrine elle-même. D'accord, oui. Quel genre de femme est Sandrine? Madame Folani, c'est quel type de personne? Bon, en tout cas, je suis une femme... je ne veux pas trop... En tout cas, je suis une femme qui aime ce qu'elle fait. C'est une question difficile. Hein? Ah oui. On doit parler de soi. Oui, parce que c'était à vous de... Bon, en tout cas, je suis une femme d'abord qui aime ce qu'elle fait. Voilà, parce que moi, j'ai eu la chance de choisir des domaines qui me plaisent bien. Voilà, j'ai de l'amour pour ce que je fais. Par exemple, à la première édition, mon entourage me disait, qu'est-ce que tu vas avoir avec cet événement? Tu vas jeter tes sous, comme on aime bien le dire, parce que vous savez, à Ouagadougou, les premières et les deuxièmes, ce n'est pas évident d'avoir des partenaires. Donc, je me suis mis à fond propre. Et tout ça, c'est parce que j'aime ce que je fais. Et quand je choisis de faire quelque chose, je le fais bien. Voilà, donc ça, c'est ce que je peux dire de moi. Et je suis aussi... un autre côté aussi qui fait que souvent, beaucoup ne me comprennent pas. Je suis directe sur mes mots. Je n'avale pas mes mots parce que je n'ai pas le temps d'aller m'asseoir critiquer quelqu'un. Donc, ce que tu fais, je te le dis sur le champ et après, on rit ensemble. C'est ça aussi, Sandrine. Ceux qui me connaissent bien savent que... Maintenant, bon, le reste, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais dire encore? Mais Madame Folani également, c'est une femme qui porte quand même des causes. Ah oui, bien sûr. J'ai des causes... J'ai des causes nobles comme par exemple les filles qui accouchent tôt, les grossesses précoces. Voilà, je ne peux pas dire, bon, j'ai vécu un peu ça, pas moi personnellement. J'ai eu un entourage qui a subi je sais pas, ces discriminations, si je peux dire. Voilà. Donc, je ne suis pas là à encourager les filles d'accoucher tôt, mais néanmoins, si la situation arrive, si on peut les aider avec leur bébé, les filles qui accouchent par exemple à 15 ans, voilà, j'ai cette cause-là aussi. On prend les enfants, voilà, on garde, on essaie de faire des secours, le premier kit de bébé, voilà, ça c'est une des causes qu'on fait. Et aussi les femmes démunies, on se débrouille chaque année, on fait des dons
au moins 2, 3 fois, 4 fois par an, voilà, à des femmes de menu. Voilà, on trouve un orphelinat ou bien des groupes de femmes et on fait le don. Voilà, c'est un peu aussi Sandrine Folané. Voilà, parce que les dons, je les commencé bien avant l'événement. Je fais même dans mon quartier, par exemple à Pâques. Je sais qu'il y a les vieilles de mon quartier, ou bien à Noël, je fais des sacs de riz. Parce que les vraies bénédictions, c'est là aussi. Voilà, souvent les gris-gris, là, c'est bon, mais les bénédictions, c'est tes parents, c'est les personnes âgées. Tant que tu peux aider ceux qui n'ont pas à manger, je pense que c'est un bon sacrifice. Voilà, c'est important. Donc, j'aime beaucoup donner aussi. D'accord. Voilà. Donc, autant de choses qui ont valu que tu te fasses repérer depuis le Bénin. Oui, effectivement. Donc, Ladies Fashion Night, c'est comme ça que ça se dit? Tout à fait. D'accord. Comment tu arrives là? Oui. Bon, Ladies Fashion Night, il faut reconnaître que je remercie d'abord Africa Mousso, parce que c'est grâce à Africa Mousso qu'ils m'ont repéré. D'accord. Voilà, donc ils ont demandé par exemple s'ils connaissent des femmes battantes du Burkina. Et effectivement, dans les paroles, on est arrivé à me repérer au Burkina ici. D'accord. Donc c'est comme ça que j'ai eu à contacter le promoteur. Ok. Voilà. Donc, Ladies Fashion Night, c'est quoi exactement pour ceux qui c'est une cérémonie qui récompense les femmes battantes aussi au Bénin. D'accord. Voilà, dans le secteur de l'événementiel, de la mode, ainsi de suite, mais c'est panafricain. C'est panafricain. Voilà, ils ont reçu au moins 5 pays, voilà, dont le Nigeria, le Burkina, je pense le Togo. Ok. Voilà, et donc je faisais partie des lauréates du Burkina. Ok. Voilà. Donc tu es la meilleure femme en développement et promotion de la femme africaine. Voilà, africaine. D'accord. Et comment ça se passe quand on t'appelle et qu'on te dit tu as été identifiée pour faire partie des lauréates? Comment ça se passe? Bon, c'est juste un mail d'abord. Ok. Voilà. Bon, j'ai lu et puis j'ai pas... Bon, comme on reçoit tellement de mails, bon, et j'ai vu que ça insistait, donc après on m'a appelé. D'accord. Voilà, d'ici même, on m'a appelé, j'ai pris l'appel, on m'a dit, ah, on voulait, vu l'événement que vous faites, on a suivi. Voilà, c'est vraiment un exemple de femme. On voulait vous récompenser au Bénin. Est-ce que ça vous intéresserait d'être au Bénin voilà, donc ça s'est passé comme ça. D'accord. Donc on se déplace, on y va. Comment se passe la cérémonie? Oui, c'était un dîner. Parce que là-bas, c'est pas là-bas, je pense que beaucoup de pays, c'est ça. C'est un dîner de 200 personnes. D'accord. Voilà. Là-bas, c'est pas beaucoup de... Bon, c'est pas comme chez nous. Voilà, donc on était 5, comme je le disais, africaines. Et puis les lauréates maintenant du Bénin. Ok. Voilà, donc on a fait le dîner. Il y a eu des défilés de mode. Et des prestations d'artistes et les distinctions maintenant. Ok. Et que représente ce trophée-là pour Sandrine Folané? Bon, ce trophée représente beaucoup pour moi parce que souvent mes organisateurs ont l'habitude de dire Africa Mousso, là même, on va te remettre le trophée. Parce que généralement, l'événement se passe généralement vendredi. Donc, de mercredi à vendredi, c'est le vrai stress. Là, tu comprends comment organiser un événement. Ce n'est pas du tout facile. Donc, il y a des moments quand ils veulent m'encourager. Souvent, quand on est dans le stress, madame, vous-même, on va vous donner le trophée. Donc, j'ai dit non, c'est impossible. Si vous faites ça, on va clore votre événement. Donc, pour moi aussi, c'est un plaisir. Parce que je n'ai pas eu le trophée Africa Mousso. Mais heureusement, pour moi, j'ai eu un trophée panafricain. Bon, il faut noter aussi que j'avais eu aussi des distinctions au Burkina. Oui. J'ai eu aussi 4 distinctions au Burkina. Donc, si vous voulez, je peux citer, si ça ne dérange pas. Ok, donc j'ai eu le trophée d'abord de Simo, qui est le salon de mariage, en tant que meilleure décoratrice en 2017. 2017 ou mais c'est 2016. Et ensuite, j'ai eu le trophée Burkina Pouaka. Okay. À la soirée Burkinabé, c'est un trophée de femmes battantes en 2018 ou 2019 aussi. Je pense en 2018. Voilà. Et le trophée des 12 PCA, des 12 personnalités culturelles, en 2020.
D'accord. Voilà. Et en 2021? Oui, 2020, j'ai eu 2 trophées. Ok. Il y a eu le trophée de la Nuit des Stars. Ok. Voilà. D'accord, Aussi. Nuit des Donc, Stars, 12 PCA. voilà, 12 PCA et Simo et Burkinbila. Et 2021, ça se passe au Trophée, Bénin, voilà, au Bénin. avec le Ladies Night Fashion. Tout à fait. Donc, je ne peux qu'être heureuse, bien sûr. Donc, c'est pour ça. On va dire que tu es le type de femme qui rend fière d'être une femme. Oui, je suis très fière d'être une femme. Parce que d'ailleurs, même je viens d'une famille d'hommes. Ok. Je suis la seule fille et, Ok. et nous avons, mon papa, nous sommes 4, dont 3 hommes. D'accord. Donc, je suis sûre qu'il ne sera pas mécontent. Ah, ça, Il ne c'est regrette sûr. pas d'avoir une seule fille. Donc, c'est ça. parce que je fais en partie aussi le travail des hommes. Bah oui. Voilà, donc je suis très contente. Et nous, on est très heureux de t'avoir reçu sur ce plateau. Justement, on se rend compte que ce qu'on fait au Burkina, quand même, marque et impacte et est remarqué aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Tout à fait, tout à fait. Et tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est courage pour la suite. Merci beaucoup. Ça c'est une sorte de condamnation à ne pas baisser les bras. Non, je ne baisse pas les bras. C'est ce que je disais à mon arrivée à l'aéroport. Oui. Voilà, j'ai dit avoir le trophée, c'est bien, mais de ne pas baisser les bras. Exactement. C'est encore remonter, et puis voilà. Là où Dieu t'amène et puis tes forces t'amènent, c'est là-bas. D'accord. En tout cas, on te souhaite beaucoup de courage pour la suite. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'être dans votre plateau. Alors, s'il y en a qui veulent te suivre sur les réseaux sociaux, comment ils te trouvent? Ok, donc ils peuvent me contacter sur le 78 84 66 03. D'accord. Voilà. Donc, et sur Facebook, c'est Africa Moussou. Vous pouvez contacter Africa Moussou. Et on peut contacter par messengère aussi, WhatsApp aussi sur le 78 84 66 03. D'accord. Voilà. Et la prochaine édition, c'est pour bientôt aussi. Très bientôt. La 5e édition. De voilà, Africa on compte sur vous, ça va être impeccable. Naturellement. Donc toi aussi, tu dois participer. Tu es une femme battante aussi là. Donc on vous invite à la 5e édition. Merci beaucoup, beaucoup de courage, merci, bon vent, plein succès à toi. Merci de nous avoir amené cela et de rendre fiers le Burkina. Merci. Et continue comme ça. Ah, merci. Et bien les amis, nous également, on continue avec le Loft dans quelques instants. En attendant, on s'accorde une petite pause. Mot de 3 lettres se termine par la lettre O. Parcs protégés où sont gardés en captivité des animaux sauvages ou d'espèces rares exposées à la visite du public. Oui, Brice. Zoo. Il s'agit bien sûr du zoo et c'est vous qui prenez les points. Vous êtes en âge, débordant de connaissances et vous voulez mesurer vos talents à ceux des autres? Les sciences, les maths, l'histoire, la géographie, l'identification. Première image. Oui, Ibra Hassan. Le sport et bien d'autres disciplines seront au rendez-vous. Inscrivez-vous par équipe de 2 et prenez part à l'émission Le Club des As. Appelez au 56 44 30 80 ou se rendre au secrétariat de la télévision BFA. Seules les 16 premières équipes seront retenues pour la compétition. C'est reparti pour le Club des As. Nommée la capitale de l'Uruguay. Montevideo. Commençons par la lettre N, qui se préoccupe uniquement de sa propre personne. Oui, Brian. Narcissique. La deuxième citation. Par exemple, si c'est au Burkina, tu peux aller en Côte d'Ivoire voler. Puis la venir ici. Bienvenue au jeu Le Club des As. Je vous sais très fidèle à cette émission. L'acrostiche, commençant par la lettre D, forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Oui, Freddy. Démocratie. Comment? La démocratie. La démocratie, et c'est vous qui prenez les points. Le sport. Des buzzers, une menthe religieuse. Ou encore le tigre de l'herbe. Sa devise est unité, travail, patriotisme. L'Érythrée. Non, faites-nous un petit briefing. On n'a pas fait quelque chose d'extra jusque-là, vu qu'on n'a pas encore établi un écart de 100 points entre nous et les adversaires. Donc... Rendez-vous pour un autre numéro. En attendant, merci des As. Et bien la suite de Madame Folané, qui est une femme battante, qui porte ses combats de jour comme de nuit dans ses activités au quotidien. On s'intéresse à un sujet qui fait également l'objet de combats de nos invités sur ce plateau aujourd'hui. Je vous l'ai dit en introduction, il sera question de tabagisme, mais du tabagisme autrement. S'il est de notoriété publique aujourd'hui que la cigarette
est nuisible pour la santé. Autant le tabagisme actif que passif, tout le monde se méfie, en tout cas beaucoup se méfient de la cigarette, mais il n'est pas rare de voir une autre forme de consommation considérée par certains des consommateurs moins dangereuse que la cigarette. Aujourd'hui, justement, on parle de fumer autrement. Avec nos invités, on a le plaisir de recevoir pour vous le docteur Moumeni Niaouné. Il est spécialiste en santé sociale et communautaire et comportementale, également spécialiste certifié en éducation de santé. Bonjour docteur. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Moi aussi. Et juste à côté du docteur, nous avons M. Salif Nikema. Il est infirmier, il est le coordonnateur de l'association Afrique contre le tabac, en abrégé ACONTA, qui est sur ce plateau et qui est sur tous les plateaux où les questions de cigarettes, de tabagisme, il est toujours là. Comment ça va, M. Nikema? Ça va très bien. Et les activités? Oui, ça avance doucement. Super. Alors, ACONTA, comment ça va? Ça va très bien à Conta. S'il y en a qui ne vous connaissent pas encore, qui êtes-vous? Ouais, je suis Salif Nikema. Je suis le coordinateur de l'association Afrique contre le tabac, en abrégé ACONTA. Non, ACONTA en fait. S'il y en a qui ne connaissent pas ACONTA. Oui, ACONTA, c'est Afrique contre le tabac. Qu'est-ce que vous faites? Et nous faisons la lutte anti-tabac, notre bataille de chemin. Alors, vous savez très bien que la lutte anti-tabac n'est pas une lutte aisée, ce n'est pas une lutte facile. Alors, c'est une lutte où nous rencontrons pas mal de difficultés, mais ce sont ces difficultés-là qui nous font avancer parce que nous sommes engagés. Et quand on est engagé, on peut arriver là où on ne croit même pas arriver. Ouais, c'est clair. Ouais. Avec un peu de motivation, on arrive loin. Et avec le docteur, quand même, qui porte pas mal de combats, la lutte contre le tabagisme en font partie. Comment ça se fait, la lutte, à votre niveau? Moi, je me suis spécialisé en promotion de santé, la santé sociale et tout. Donc, la promotion de santé fait partie intégrante de ce que nous faisons. Et la lutte contre le tabac est un élément essentiel dans la protection de la santé des populations. Le tabac est l'un des plus grands tueurs de l'humanité. Et c'est l'un des produits qui tue la moitié de ceux qui le consomment. Et chaque année, il y a 6 millions de personnes qui meurent du tabagisme. Chaque année? Chaque année. 6 millions? Ouais. Wow. Donc, imaginez, le Burkina Faso fait 21 millions. Oui, et 6 millions de personnes, c'est 2 fois la population de Ouagadougou, chaque année qui meurt dans le monde à cause du tabac. Et les effets sont divers, hein, depuis le cancer jusqu'aux maladies cardiovasculaires, en passant par beaucoup d'autres complications. Donc, ça fait partie donc, des actions que nous menons. Et je suis consultant pour une structure internationale qui s'appelle CLATA, Centre africain de lutte contre le tabac, CTCA en anglais, Center for Tobacco Control in Africa. Et nous faisons dans on accompagne les gouvernements dans la définition des politiques de lutte contre le tabac. Parce que quand vous parlez de lutter contre le tabac, il y a 3 dimensions. La dimension politique, l'ensemble des lois qui doivent aider à lutter contre le tabac. Il y a la dimension environnementale, c'est-à-dire dans la communauté, les aspects éducation et tout. Et il y a la dimension individuelle, c'est-à-dire l'individu lui-même. Parce qu'il y a rare de fumeurs qui ne savent pas que le tabac tue. Ouais, je pense qu'ils ne sont pas nombreux à pouvoir dire « je ne sais pas que c'est dangereux ». Surtout alors, aujourd'hui avec l'emballage qui le dit clairement. Tout à fait. C'est là, tu prends ton risque et puis tu assumes les conséquences. Ouais, absolument. Alors, moi j'ai envie de savoir, M. Nikema, c'est quoi les différentes formes de consommation du tabac? Alors, le tabac est consommé sous plusieurs formes. Alors, comme vous le savez très bien, le tabac est consommé sous forme de cigarettes, sous forme fumée. Oui. Le tabac peut être consommé sous forme produit à sucer, à chiquer et à priser. Et à priser. Ça veut dire quoi? Bon, cela veut dire qu'on enlève la poudre, la met sous la langue. Et voilà, à signifier aussi, ou on aspire directement à partir des narines. Voilà, ce sont des formes de consommation de tabac. Mais avec l'évolution de la lutte anti-tabac, alors il y a l'industrie du tabac aussi essaie vraiment de résister en
en fabriquant d'autres produits du tabac. Alors, un produit du tabac, c'est un produit qui est fabriqué entièrement ou partiellement à partir du tabac et qui est destiné à être fumé ou consommé sous d'autres formes. Alors, en parlant de produits du tabac, il y a la cigarette électronique, il y a la chicha et tout autre produit. D'accord. Voilà. Ok. Et sous nos cieux, c'est quoi les formes les plus répandues? Vous dites? Au Burkina, par exemple, c'est quoi les formes que l'on rencontre le plus? Ah oui, la forme la plus répandue, c'est la cigarette. C'est la cigarette. Après ça, il y a la chicha qui est en train de faire de la place et qui prend vraiment une tournure assez inquiétante. Alors, donc, ça a quand même amené certaines de nos autorités à prendre des mesures pour vraiment réglementer l'usage de ce produit-là. D'accord. Voilà. Okay. Alors, avant de revenir avec vous, pour revenir un peu sur tout ce qui a comme conséquence sur la santé et autres, on a quand même demandé à nos téléspectateurs, selon eux, c'est quoi les formes de consommation du tabac qu'ils connaissent. Ils nous répondent et on revient. Les formes de tabagisme que moi je connais, les tabacs naturels, la pipe, les OG couches, les skanchi, la cigarette, la drogue, la chicha. Il y a la chicha, plus cocaïne aussi qui est là un peu partout aussi, oui. Il y a le tabac local. Quand je parle de tabac local, je parle de tabac que les vieilles personnes chic. À part ce tabac aussi, quelques drogues. Les cigarettes électriques, là, bon, c'est les modèles que l'on connaît, là, avec batterie rechargeable. Là. Il y a ce que l'on inhale, ce qu'on sent. Je sais aussi que quand il y a des gens qui sont en train de fumer les cigarettes électriques à côté de vous, bien la cigarette en question, vous qui n'êtes pas fumeur, là, on dit que vous êtes un fumeur passif. Et les risques de développer une maladie ou un cancer sont plus développés chez vous que chez le fumeur en lui-même, en fait. Je cause avec eux, mais m'asseoir pendant qu'ils fument, non, ça, je ne suis pas d'accord. Je n'ose même pas m'asseoir à côté d'un fumeur, vu que moi je ne suis pas fumeur. Et vu que la cigarette, on repousse la fumée peut entraîner des complications pour le fumeur et pour celui qui est à côté et le non-fumeur. S'asseoir à côté d'un fumeur, la fumée que le fumeur rejette là, toi tu as plus de conséquences que le fumeur lui-même. C'est à cause de ça que je n'aime pas m'asseoir à côté de... Je ne serais pas prête à m'associer à un fumeur. Les médecins ils disent que ça donne des maladies, des problèmes de respiration. C'est ça quoi. Moi particulièrement, ça ne me dérange pas puisque je suis consommateur même de tabac. Bon, mais dans plusieurs milieux, je vois des gens qui se plaignent de la présence des personnes qui fument le tabac. Mais moi particulièrement, ça ne me dérange pas. Alors, docteur, réaction à chaud. Alors, il faut déjà noter qu'ils ont une certaine bonne connaissance des différents types. Mais il y en a qui ont cité la drogue, qui n'est pas du tabac, il ne faut pas confondre. Mais seulement, il faut faire le lien. D'accord. Le tabagisme est addictif. Quand vous commencez, la nicotine, qui est l'élément essentiel, est très, très addictogène. Ça veut dire que très rapidement, vous devenez dépendant. Et lorsque vous ne le fumez pas, vous n'êtes pas vous-même. D'accord. Et la consommation du tabac peut facilement conduire à consommer la drogue, à la consommation d'alcool. C'est un ensemble de comportements à risque. C'est un groupe d'amis qui évoluent ensemble. Voilà, absolument. Les rapports sexuels non protégés, l'alcoolisme, la conduite en état d'ébriété, tout ça sont des comportements à risque liés. D'accord. Et le tabagisme, malheureusement, en fait partie. Okay. Et donc, voilà ce que je peux dire. Et quand vous suivez l'élément, le monsieur qui dit que si on fume, que ça ne le dérange pas parce qu'il... Mais à chaque fois, nous, on analyse pas seulement ce que les gens disent, mais on analyse les micro-comportements. À chaque moment, il fait ça avec l'épaule. Okay. C'est des signes qu'il n'est pas en accord avec ce qu'il dit. D'accord. Et oui, il faut beaucoup le sensibiliser pour qu'il comprenne que tu as peut-être cette liberté individuelle de faire ce que tu veux, mais pas exposer les autres. Et bon, quand on va aborder les conséquences du tabagisme, on va peut-être mieux développer. Okay. Alors, avant même de parler des conséquences de façon générale, M. Nikema, il y en a qui ont cité, ils ont dit le tabac local ou naturel, ce que les vieilles personnes chic et tout cela. Est-ce que ça, c'est un tabac qui est dangereux pour la santé? Le tabac à lui seul contient plus de 4000 substances chimiques
Et parmi ces 4000 substances chimiques-là, il y a plus d'une soixantaine qui sont cancérigènes, c'est-à-dire qui peuvent provoquer le cancer. Donc tout tabac est dangereux. En écoutant ces jeunes-là, on sent déjà qu'il y a une prise de conscience de la jeunesse sur le phénomène du tabagisme. Ça, c'est très important. Et également, vous savez que le tabac fumé et le tabac chiqué, les conséquences ne sont pas sur les autres, en fait, l'exposition. Par exemple, quand on fume, on expose les autres. Alors que quand on chique le tabac, c'est la personne même qui consomme ce tabac-là qui est exposée. Donc voilà pourquoi, au niveau international, au niveau de l'OMS, la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac interdit donc de fumer dans les lieux publics. Et chaque pays qui a ratifié cette convention-là doit prendre une loi nationale pour réglementer ce produit. Donc, au niveau du Burkina Faso, nous avons la chance d'avoir une loi anti-tabac et un décret qui a été signé en 2011 qui interdit de fumer dans les lieux publics. Nous avons passé le temps à vulgariser la loi, à sensibiliser la population à travers des spots, télé et radio. Et également, les forces de l'ordre sont passées dans ces lieux-là où ils ont sensibilisé et en même temps verbalisé ceux qui ne respectent pas. C'est vrai qu'on peut se rendre compte qu'il y a plein d'endroits où c'est clairement identifié espace non-fumeur, espace sans tabac et tout cela. Oui. Mais quand même, on va arriver à cette forme quand même de... On se demande si c'est du tabagisme ou pas, finalement, de consommer la chicha. Parce qu'on en voit beaucoup. Et les avis sont divergents. Il y en a qui disent c'est que de l'eau et de la fumée. Il y en a qui disent il y a du tabac dedans. Donc la grosse question, finalement, fumer une chicha, est-ce du tabagisme ou pas? Très rapidement, je vous réponds que fumer la chicha, c'est fumer de la cigarette. Parce que dans la chicha, il y a du tabac. Il y a du tabac qui contient, dans la chicha, il y a 28% de tabac. Et le reste, ce sont des arômes pour agrémenter cette fumée-là. Mais la particularité de la chicha fumée au Burkina, c'est quoi? Vous savez qu'il y a un vase où on met de l'eau. Et en lieu et place de l'eau qu'on met, les jeunes utilisent autre chose. Ce sont des stupéfiants, des drogues et aussi des liqueurs qu'ils mettent à l'intérieur. Et personne ne peut dire d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, quel sera donc l'effet de cette consommation-là sur la santé des populations. Alors, Dr Naoné est un spécialiste en santé communautaire. Et ce qui est important, il faut que la population, la communauté même s'approprie de ces questions de santé. Il ne faut pas attendre que chaque fois c'est le ministère de la Santé. Non, il faut intégrer, il faut impliquer la communauté dans la lutte contre ces phénomènes-là. C'est ça qui serait vraiment porteur. Voilà. Docteur, justement, en parlant d'impliquer la communauté dans la lutte, quand on parle de la chicha, on a clairement l'impression de s'adresser sous nos cieux à la jeunesse. Et c'est quand même un phénomène qui a séduit beaucoup les jeunes, les ados. Pourquoi? Alors, en termes de comportement, sachez que les gens, surtout la jeunesse, viennent vers la cigarette parfois par effet de mode et par apprentissage avec les pairs. On a plus de chances de fumer, ou je vais dire probabilité de devenir fumeur, quand on a dans notre environnement immédiat des fumeurs. Et vous verrez que beaucoup de fumeurs ont été des enfants qui avaient un papa fumeur qui fumait devant eux et tout, ou bien à l'école ou dans le quartier, ils ont des amis qui fument, qu'ils voient comme modèle. Et vous savez, la lutte contre le tabac est d'autant plus difficile qu'il y a un acteur qui est très très riche et qui influence énormément les comportements, c'est l'industrie du tabac, qui met des milliards chaque année dans la publicité de diverses formes. Et elle a des stratégies qui font que, effectivement, ça embrigade la jeunesse. On tend à montrer que fumer la chicha, c'est fun. Et quand un jeune voit ça, il a tendance à dire, bon, pour être cool, pour être fun, pour être voilà, un modèle à l'école ou parmi mes amis, moi aussi je veux fumer. Et moi j'ai vu à Ouagadougou des enfants de 15 ans et moins attraper leur chicha tranquille, ils fument, ils prennent des photos, ils se balancent sur les réseaux sociaux et tout le monde est là impuissant à regarder. Il
fumer la chicha est même pire que fumer un bâton de cigarette. Parce que vous fumez pendant 1 heure. Le truc est là, pendant 1 heure, les études montrent que ça vaut 100 bâtons de cigarette. Pendant 1 heure? Ouais. La fumée qui va être produite pendant les 1 heure de temps, c'est autour de 100 bâtons de cigarette. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui sont autour ont eu la même consommation ou c'est 100 bâtons partagés entre eux? Voilà, 100 bâtons partagés entre eux. Okay. Voilà. Mais en fait, le problème, c'est que le tabagisme n'a pas un seuil inoffensif. D'accord. Ça veut dire que tu fumes un demi-bâton, un quart de bâton, quelle que soit la quantité, il y a un problème sur la santé. Et ceux qui sont autour sont en danger. Et il faut noter que la femme d'un fumeur a moins de chances de vivre longtemps que la femme d'un non-fumeur. Parce que en vivant dans le même milieu que le mari qui fume dans la chambre, au salon, partout, la femme développe des maladies cardiovasculaires et même des cancers. C'est scientifique ce que je dis. Les enfants de fumeurs beaucoup développent l'asthme. Beaucoup développent des maladies respiratoires chroniques plus tard. Et c'est lié au fait qu'ils sont des fumeurs secondaires. D'accord? Second-hand smokers. Donc, il est important que la communauté s'approprie les questions en sachant que lutter contre le tabagisme, exiger un environnement sain de vie est même plus important parfois en termes de prévention que les hôpitaux. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut qu'on comprenne. Pour améliorer la santé des populations, construire les hôpitaux, c'est très important. Oui. Mais comment faire pour que les gens viennent le moins possible à l'hôpital? Il faut un environnement sain de vie, accès à l'eau potable et accès à un environnement où l'air n'est pas pollué, où les gens ne fument pas autour de nous, est un impératif pour la santé de nos populations. Et si nous travaillons à lutter efficacement contre la cigarette, nous allons en même temps lutter efficacement contre les autres comportements à risque que j'avais mentionnés, la drogue, l'alcool, les rapports sexuels non protégés et autres. Donc c'est fondamental. Et donc il faut impliquer les organisations de la société civile. Comme Akonta, je vais vous faire d'ailleurs, moi j'ai intégré la lutte contre le tabac à travers Akonta, que j'ai rencontré il y a une dizaine d'années au moins. Et ils sont très, très impliqués dans l'élaboration des politiques. Et c'est l'occasion pour moi de les féliciter pour ce qu'ils font. Ils sont très actifs. Et aujourd'hui, si le Burkina a sur les paquets de cigarettes les images d'avertissement, Akonta fait partie des acteurs majeurs dans l'avènement de cette chose-là. Voilà. En parlant, on est revenu à la cigarette, on était sur la chicha, et moi j'aimerais bien savoir, la cigarette électronique, est-ce qu'elle, c'est pareil? Parce qu'on a souvent l'impression que c'est une alternative pour ceux qui souhaitent arrêter de fumer, pour progressivement aller jusqu'au bout et ne plus fumer. Finalement, donc, est-ce que c'est de la cigarette ou pas? Est-ce que c'est juste un trompe-l'œil pour le cerveau ou on fume vraiment? Oui, il faut dire que depuis que la lutte a vraiment pris une tournure assez inquiétante pour les industriels de tabac, il y a pas mal d'alternatives de ces industriels-là. Et il faut dire que la cigarette électronique, encore appelée la vapoteuse, est considérée comme une solution au sevrage. Mais les quelques études qui ont été menées au niveau de l'OMS ont montré que vapoter n'est pas sans danger. C'est vrai qu'il n'y a pas du tabac dans la cigarette électronique, mais il y a de la nicotine et certaines substances toxiques qui sont cancérigènes, qui peuvent provoquer le cancer. Alors que l'objectif de l'OMS, c'est de préserver la santé des populations. Donc, en préservant la santé, on ne peut pas adopter un comportement qui va aller à l'encontre de cette préservation de la santé. Donc, c'est pour vous dire que la cigarette électronique n'est pas une solution. Et il n'y a pas longtemps, au niveau des États-Unis, il y a le phénomène des IQOS, c'est-à-dire des petites cigarettes électroniques sous forme de clés USB et que les jeunes américains consomment beaucoup. Mais il y a eu des décès qui ont été liés à cette consommation-là. Voilà, vous savez que dans les pays développés, quand il y a des décès, rapidement on remonte, on cherche à savoir. Et ça a été prouvé que ce sont des IQOS qui ont été à l'origine de ces décès-là. Donc, à partir de 2019,
l'OMS a demandé à chaque pays de réglementer l'usage de ces cigarettes électroniques parce que ça entraîne des dégâts au niveau de la santé. D'accord. Alors, on l'a compris. Oui, je voulais ajouter que les cigarettes électroniques ne sont que des stratégies de l'industrie du tabac pour tromper les communautés. Je répète, il n'y a pas de seuil non dangereux d'utilisation de tabac. Il n'y en a pas. Même quand tu es à côté d'un fumeur régulièrement, tu es en danger. À plus forte raison, celui qui fume. Et si vous voyez qu'on fait des cigarettes électroniques en forme de clé USB, c'est pour faciliter la dissimulation. C'est pour faciliter, parce que même les adolescents, quand ils commencent à fumer, à un certain moment, ils ont des crises de conscience. Ils veulent arrêter. Et justement, on trouve des mécanismes pour leur faire dire, tu sais, c'est pas dangereux, tu sais. Tu peux même l'amener en classe et ça ressemble à une clé USB et l'enseignant ne sait pas. Et pendant la récréation, tu sors tranquille, tu tiens ta clé USB en main et tu es en train de fumer. Donc, c'est des stratégies qui, malheureusement, trompent beaucoup de jeunes, trompent beaucoup de personnes. Et je suis content que les autorités du Burkina commencent à ouvrir l'œil et à être rigoureux envers, justement, ces formes de cigarettes. Oui. Mais pour la cigarette électronique, est-ce qu'il y a du tabagisme passif? Déjà pas de tabac, est-ce qu'il y a un danger pour les autres à côté? Alors, je n'ai pas lu assez de littérature pour répondre à l'affirmative. D'accord. Mais je sais que ça contient assez de substances qui sont très dangereuses pour le consommateur. Mais comme il exhale, je suppose que ce n'est pas toute la substance qui reste et que pendant l'exhalation, l'expiration, il y a forcément des particules qui ressortent que d'autres personnes dans le milieu, il y a même ce qu'on appelle vous voyez, on dit tabagisme actif, tabagisme secondaire, il y a même le tertiaire. Et ça, c'est quoi? Ça veut dire que quand je fume actuellement, moi je fais l'actif. Vous qui êtes à côté dans le milieu, vous faites le secondaire. Mais quand je vais quitter, quelqu'un d'autre qui vient rester, il est dans l'état de tabagisme tertiaire. Parce qu'il y a des particules qui restent dans l'air. Oui, dans l'air, dans le milieu, que lui, en inhalant, que lui, en vivant régulièrement dans cet espace, est aussi en danger. Donc, je pense que, quelle que soit la forme de tabagisme, c'est dangereux pour la santé. Mais il y a une petite bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais tard pour arrêter la cigarette. Et quand vous arrêtez de fumer, après 2 ans, le risque cardiovasculaire revient à quasi zéro, à quasi similaire à quelqu'un qui n'a pas fumé. C'est le risque de maladies respiratoires, de cancer de poumon qui reste jusqu'à autour de 20 ans. D'accord, mais au bout de 2 ans, le risque cardiovasculaire se réduit très considérablement. Et donc, ceux qui fument ne doivent pas se dire, bon, de toute façon, c'est trop tard. Non, ce n'est pas trop tard. Vous pouvez encore essayer d'arrêter. Et ça peut avoir de bonnes répercussions sur votre santé, mais aussi sur votre entourage. Vos enfants n'ont pas besoin d'être exposés. Mais je vois souvent des gens qui aiment beaucoup leurs enfants, qui sont très attachés à leurs enfants, mais tu les vois en train de fumer dans la voiture avec l'enfant. Tu les vois en train de fumer dans la cour avec l'enfant, etc. Et c'est très, très dangereux. C'est dangereux pour l'enfant. Et n'amenez pas vos enfants dans les milieux où ce n'est pas un espace non fumeur. D'accord, voilà. Ça c'est compris. Donc clairement, la cigarette, on le sait. La chicha, est-ce qu'on le sait ou pas? On a également posé cette question pour savoir ce que pensent nos téléspectateurs. Est-ce que la chicha est dangereuse? On repense. Je pense que la chicha est plus dangereuse que la cigarette. La chicha est très dangereuse que la cigarette. Pourquoi la chicha, là, ça provoque les maladies comme des cancers, des trucs comme ça. Je ne le savais pas, mais ces derniers temps, on parle de ça à la radio et à la télé aussi. Je trouve que la cigarette est plus dangereuse que la chicha, puisque ceux qui fument un peu et la cigarette, là, ils fument trop. Ils fument 3, 4 à 5 paquets par jour, tandis que ceux qui fument la chicha peuvent fumer juste 30 minutes dans la journée. La chicha stimule beaucoup plus que les cigarettes en moyenne. Je sais que quand vous tirez en un coup la chicha, je sais que c'est l'équivalent de 5 bâtons de cigarettes. À ce que je sache, je ne sais pas si c'est avéré. Donc ça veut dire que la chicha, c'est mal. Je consomme ça quelques rares fois.
Mais la dangerosité de la chicha, bon, là, je n'ai pas de notion là-dessus. Puisque, bon, selon moi, je pense que c'est composé d'arômes et d'eau. Bon, je ne vois pas en quoi l'effet peut être dangereux. À moins qu'il y a la fumée dedans, le charbon, des trucs comme ça. D'accord. Il y a de l'eau et des arômes. Et c'est comme ça, en fait, qu'il a été vendu. Et il faut admettre que quand on est dans un environnement où il y a de la chicha en consommation, bah, il y a de la fumée partout. Et on peut sentir, en fait, que c'est pas comme la fumée de la cigarette. C'est parfumé. C'est pas si désagréable que ça. Donc, souvent, on se dit, est-ce que en vrai, c'est dangereux? Je peux y aller? Oui, absolument. Alors, vous savez, quand on a commencé à faire de la sensibilisation contre l'utilisation de la cigarette, un des éléments qui a été utilisé pour que les adolescents arrêtent, c'était la mauvaise haleine, c'était l'odeur même en fait qu'on dégage. D'accord? Et on a utilisé les pères éducatrices ici, les filles, pour dire à leurs petites amies, c'est pas cool ton haleine, c'est pas cool ton odeur. Et l'industrie du tabac, encore une fois, pour ruser, a amené les arômes. Et donc ça sent bon, mais c'est tout aussi dangereux. D'ailleurs, quand vous chauffez avec, le charbon et tout, en plus de la nicotine et des autres substances cancérigènes et nocives pour la santé, il y a le monoxyde de carbone qui est aussi très dangereux pour l'organisme, qui tue. Voilà. Et vous fumez ça aussi. Donc, la chicha est très, très dangereuse, quelle que soit sa forme. Est-ce que je pose cette question, est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme de chicha qui ne contient rien de dangereux, quoique on parle de la fumée? Parce qu'il y a peut-être 2-3 semaines, j'en parlais avec quelqu'un et cette personne me dit, oui, mais en fait, il y a des endroits où on n'utilise pas le bocal en verre, là, qu'on le remplace par un fruit et que ce n'est pas des arômes chimiques, mais du coup, on a la senteur naturelle du fruit. Et la personne m'a donné l'exemple de l'ananas. Conséquence, ça ne peut pas être dangereux pour la santé, ce n'est que de l'eau chauffée aromatisée à l'ananas naturel, vrai, que tu vois. Donc, pourquoi s'en méfier? Ok. Mais il y a une étude qui a montré que 99% des produits qu'on dit zéro nicotine contiennent de la nicotine. On fait juste du trompe-l'œil et il faut juste ne pas céder. Parce que l'industrie du tabac, souvent aussi, vous appâte. On part à petit feu. Non, vous savez, c'est du light, par exemple. On a commencé à flatter les gens en disant, non, vous savez, c'est du tabac light, c'est pas dangereux, c'est moins lourd que l'autre, c'est moins dangereux que l'autre. C'est pas vrai. Donc, moi, à ma connaissance, il n'y a pas de forme de chicha qui ne soit pas dangereuse pour la santé. Il n'y en a pas. Ok. Voilà. Ah oui, vous savez qu'au niveau de la chicha, il y a une combustion qui se fait. Et quand il y a une combustion, c'est sûr qu'il y aura des substances chimiques qui seront dégagées. Et vous avez parlé des arômes et autres. Les arômes, c'est pour agrémenter la consommation, pour masquer un peu donc les effets néfastes, par exemple les effets secondaires de cette consommation. Alors, quand je prends le cas de la cigarette, vous voyez, au niveau de la cigarette, il y a des cigarettes clic. Je ne vais pas citer les marques, où quand on clique, il y a le menthol qui est dégagé. Et quand tu aspires, tu vois, ça rend les poumons un peu glacés. Donc, tu as l'impression même que c'est une bonne sensation. Ouais, donc, c'est le piège. Cette description est dangereuse parce qu'il y en a qui vont être tentés d'essayer. Ah oui, non, en fait, mais c'est dangereux. Non, mais je comprends. Ouais, cette fraîcheur-là, ça vous amène à consommer plus. Encore plus. À consommer parce que plus. vous en voulez encore voilà, plus. vous en voulez encore. Mais ce qui est important ici, il faut noter qu'au Burkina Faso, la consommation de la chicha a pris une tournure dangereuse. Quand on parle de chicha en milieu scolaire, il faut associer l'aspect consommation de stupéfiants, les drogues. Il faut associer l'aspect sexe. C'est ça, il faut le dire, avec courage. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Comme dans les écoles, pendant les kermesses, il y a un certain nombre de pratiques qu'ils ont interdites. Les élèves organisent des soirées en dehors des écoles, où ils louent des villas, et tout est permis.
chicha, sexe, tout, consommation de drogue. Je pense que nos autorités doivent vraiment agir. Je profite pour féliciter M. le maire de la ville de Ouagadougou qui a pris l'arrêté pour interdire la consommation de la chicha dans les endroits clos. Ce qui est très important. Parce qu'il y a plus de 5 ans, et pendant nos luttes, nous avons interpellé le ministère de la Santé. Nous avons plusieurs fois interpellé. Même le maire, nous l'avons interpellé sur ça. Et aujourd'hui, le maire a pris la décision. C'est vrai que cette mesure-là reste seulement à Ouagadougou, mais ça va vraiment susciter d'autres réactions. Voilà, et comme il a dit la dernière fois, bon, même s'il n'y a pas une décision nationale, si chacun peut prendre une décision dans sa zone de gouvernance, je pense que ça peut être un plus. Nous profitons pour vraiment, une fois de plus, interpeller le gouvernement à prendre des mesures. Parce que d'autres pays l'ont interdit. Je prends le Rwanda. Aujourd'hui, quand on veut prendre un exemple, c'est le Rwanda. Oui. Mais il faut avoir le courage, il faut prendre des décisions courageuses. On ne peut pas se lever du jour au lendemain, paf, on voit que tout a changé. Il faut appliquer les lois qui sont là. Si nos lois sont appliquées, vous allez voir que le Burkina Faso même va dépasser le Rwanda. On l'espère. Ouais. Alors, d'accord, ok, j'avais une question, mais on y va. D'accord, alors en écoutant, il y a quelqu'un qui a dit que la chicha est moins dangereuse parce qu'on fume juste 30 minutes. Et après, non, mais en ces 30 minutes-là, la quantité de produits chimiques que vous prenez est tellement importante qu'elle est même plus dangereuse. Donc, il ne faut pas se leurrer. Mais quand on parle, et quand il parlait aussi de loi, et que moi je parle de l'implication de la communauté, c'est que à côté des écoles, vous avez des points de vente de débit de boissons, de cigarettes et autres. La communauté doit se lever et aider à mettre la pression pour que ce soit arrêté. Vous voyez, la cigarette ne devrait pas être vendue en détail. Elle ne devrait pas être vendue aux enfants, à quelqu'un de moins de 18 ans. Mais ça se fait. Mais on va dire peut-être pour la cigarette, aujourd'hui, il y a des parents clairement qui l'interdisent à leurs enfants. Les enfants se cachent si jamais ils tombent dans la forme de tabagisme qui consiste à prendre une cigarette. Mais pour la chicha, il y a des parents chez qui les enfants se réunissent, comme il dit, et au vu et au su des parents, fument une chicha. Et ces parents-là, ils ne savent pas que c'est dangereux. Absolument. Parce que les enfants disent, ce ne sont que des arômes, ils sont entre amis, ce n'est pas dangereux. Absolument. Alors, déjà, c'est pour vous dire qu'il y a une méconnaissance de la chicha dans nos communautés qui font que les parents trouvent que bon, c'est cool, ça va, et surtout qu'ils sont à la maison. Et surtout qu'ils ne fument pas la cigarette. Surtout qu'ils ne fument pas la cigarette, c'est bon. Non, les parents, chers parents, vos enfants sont gravement en danger en utilisant la chicha. Il faut que ce soit très clair pour eux. Et ils doivent travailler à faire arrêter cela. Sinon, on va avoir dans quelques années des effets très, très néfastes sur la santé. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est même pas une sorte de tabagisme accéléré? Oui, absolument. Et il faut le dire, c'est une sorte de tabagisme accéléré. Et c'est en train de gagner en ampleur. Et ça passe de façon... C'est comme incognito. Les gens sont tranquilles. Et puis voilà, donc c'est super grave. Est-ce que c'est addictif finalement, ce truc-là? Puisque tu ne peux pas te promener avec ta chicha sous le bras, donc il faut forcément être dans les dispositions pour fumer une chicha. Donc est-ce que c'est addictif au même niveau que la cigarette? Alors, tant qu'il y a de la nicotine dedans, c'est extrêmement addictif. Okay. Et je répète, la nicotine est même plus addictive que la cocaïne. Okay. Voilà. Et donc, on s'y attache. Et vous allez rarement voir un fumeur de chicha qui n'est pas un tabagique, qui ne fume pas, quand il dit qu'il n'est pas un tabagique, qui ne fume pas la cigarette comme ça. En général, il s'est associé. Mais souvent, les jeunes, quand je dis jeunes, je parle particulièrement des jeunes filles. Elles sont souvent très friandes de chicha, mais elles ne fument pas la cigarette. Oui, parce que ça s'appelle social likability, un terme anglophone, qui veut dire la désirabilité sociale. Ici, l'image que nous nous faisons de la communauté, et c'est ce que j'appelais l'environnement social, c'est que c'est facilement accepté qu'un monsieur fume, mais quand tu vois une femme fumer, rapidement tu la classes. Ça doit être une professionnelle de sexe, ça doit être quelqu'un de très mauvaise éducation. Et c'est ça qui est resté dans l'inconscient de nos adolescents, que la jeune fille
si elle fume la cigarette, elle est de mauvaise éducation, c'est une bad girl. Mais si elle fume la chicha, elle est cool, voilà. C'est pourquoi vous voyez, et justement quand vous regardez les tendances du tabagisme, actuellement les cibles, c'est les filles. Parce qu'en général, elles ne sont pas des fumeuses. Et l'industrie du tabac actuellement s'oriente vers elles pour recruter de nouveaux clients en utilisant la chicha, en faisant comprendre et croire que c'est cool, que ça peut aller. Et c'est dommage. Et c'est l'occasion aussi d'interpeller ces femmes-là, qu'en fumant la chicha, vous mettez en danger votre santé à travers différents types de cancers. Et même que quand vous allez devenir dépendante, pendant la grossesse, vous allez avoir d'énormes problèmes. Vous pouvez avoir un enfant qui va naître avec un faible poids de naissance, qui va avoir beaucoup de problèmes de santé. Et la cigarette, dans toutes ses formes, est très dangereuse pour le développement harmonieux du cerveau. Et quand le cerveau ne se développe pas bien, ça réduit votre quotient intellectuel, ça réduit votre rendement intellectuel et vous pouvez devenir une épave pour notre société. Est-ce qu'on peut dire simplement, excusez-moi le terme, fumer rend bête? Oh, oui, alors si ça peut passer ainsi, fumer, parce que en fait le problème avec le cerveau humain, quand tu annonces cette phrase, quelqu'un va te dire ben, notre premier de classe il fume, donc c'est pas vrai. Vous voyez? Mais fumer réduit le potentiel intellectuel et quelle que soit la forme. D'accord. Et donc oui, il faut faire attention. Il faut vraiment bannir cela dans nos communautés. Et pour ceux qui s'intéressent en tout cas à la santé de la future génération, à la génération qui va prendre le flambeau du Burkina de demain, doivent activement s'impliquer dans la lutte contre le tabac, particulièrement au sein de la jeunesse. Sinon, c'est très, très grave. D'accord. Alors, M. Nkema, en parlant justement du côté addictif de la chicha, est-ce que ce n'est pas une addiction qui est plus facile à maîtriser? Oui, je pense que en ce qui concerne donc la chicha, c'est plus facile donc de maîtriser parce que, comme vous l'avez dit, on ne peut pas tout le temps se promener avec les dispositifs. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que cette consommation-là, elle est faite dans certains milieux. Par exemple, quand vous partez en boîte, dans les maquis, ils affichent que c'est interdit de fumer. Mais ce sont les responsables de ces lieux-là, les tenanciers de ces lieux-là, qui vendent cette chicha-là. Donc, je pense qu'ils ne vendent pas la cigarette. Oui, ouais, ils ne vendent pas la cigarette alors qu'ils vendent autrement la cigarette. Donc je pense que cette interdiction de la chicha, elle n'est pas compliquée comme celle de la cigarette où c'est le fumeur lui-même qui s'achète son paquet de cigarettes ou bien ses bâtons de cigarettes qui rentrent dans ces lieux et il consomme. Je pense qu'avec l'arrêté du maire, et si les tenanciers sont sensibilisés, si les tenanciers sont sanctionnés, je pense que personne ne viendra dans une boîte de nuit ou dans un maquis avec son dispositif de chicha pour fumer. C'est le tenancier même qui va, ici c'est interdit de fumer. Ici, c'est interdit de fumer. Voilà. Et je profite pour dire que, vous voyez, même si côté cigarette, malgré la sensibilisation, les gens continuent de fumer, c'est parce qu'au niveau de la loi, il y a une faiblesse. Et cette faiblesse-là est qu'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas d'amende pour le responsable du lieu public. Par exemple, s'il y avait une sanction, vous allez voir que personne n'allait fumer dans les maquis. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que les non-fumeurs ne se plaignaient pas? Et les non-fumeurs se plaignent maintenant parce qu'il y a une prise de conscience. Avant, les gens ignoraient donc la dangerosité du tabac, surtout le tabagisme passif. Quelqu'un peut fumer à côté de toi, par ignorance ou par tolérance. Il assiste, ça le dérange, mais bon, il supporte. Mais du moment où les gens ont su que le tabagisme passif est un danger pour sa santé, les gens prennent leurs responsabilités. Soit il interpelle ce dernier que sa cigarette le dérange, ou tout simplement, il ne fréquente plus le lieu. C'est ça. Ah oui. Je prends l'exemple, il y a des boîtes de nuit à Ouagadougou où on ne fume pas de la cigarette. C'est bien clair. Quand vous rentrez dans ce lieu-là, il faut faire beau vivre et vous respirez de l'air pur. Vous voyez. Donc, ça ne veut pas dire que nous sommes dans un phénomène où c'est parti pour de trucs. Non, on peut
vraiment revenir à une bonne situation si tout le monde s'engage. D'accord. Voilà. Oui. Oui, alors, vous savez, quand un comportement s'adopte plus facilement lorsqu'il répond à 3 critères. On dit easy, donc facile. Fun, où Sympa. voilà, c'est agréable, on a de la récompense. Et puis populaire. Populaire. Et justement, vous voyez, la chicha, ce qui est un peu plus compliqué avec, c'est pas easy. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir facilement. Il faut s'asseoir, il faut organiser. Donc, on peut effectivement plus facilement aider les gens à arrêter. Et les parents ont un rôle essentiel à y jouer en termes de communication. Et malheureusement, les parents ne sont pas formés à savoir communiquer bien avec leurs enfants sur ce genre de questions. Et les enfants ont souvent tendance à croire que les parents sont dépassés, sont archaïques, ils ne comprennent rien. Et les parents aussi, malheureusement, dans cette envie-là de bien éduquer leurs enfants, souvent utilisent trop la répression qui n'a pas forcément les bons résultats. Il faut créer de bons climats d'échange, de dialogue avec les enfants pour leur faire comprendre que c'est des choix souvent qui sont à vie, qui vont détruire vos plans de demain et qu'il faut donc savoir faire les bons choix quand on est jeune. Alors justement, en parlant de lutter contre la consommation de la chicha, c'est bon d'interdire dans les endroits publics, dans les espaces clos, en se disant ça va réduire. Mais vu que les consommateurs sont addicts, comme on le dit, parce que c'est quand même un peu addictif, ils peuvent se retrouver chez eux en train de fumer tranquille si ce n'est pas interdit chez eux à la maison. Donc, le tout, je pense que c'est surtout d'aider ces jeunes-là à sortir de la consommation de la chicha, qu'ils consomment en se disant « je ne suis pas fumeur, je ne suis pas dépendant, c'est juste pour le plaisir ». Comment, eux, on les sort de cette consommation? Alors, il y a, moi je pense que, comme je le disais, interdire, c'est la dimension politique, législation, réglementation, etc. Mais il y a une dimension sociale. Par exemple, il y a un centre de sévrage du tabac à Ouagadougou, l'un des plus grands centres, je crois, de sévrage, qui doit être fréquenté. C'est vrai qu'il y a des coûts, mais il faut avoir la possibilité d'aller demander de l'aide au niveau de ce centre pour se faire suivre et arrêter. D'accord. Et moi, je pense qu'en plus, on devrait faire en sorte que même au niveau des CSPS, les agents de santé, au plus bas niveau de l'échelle du système de santé, aient les compétences nécessaires et les produits nécessaires pour aider les gens à quitter. Vous savez, dans la lutte contre le tabac, il y a diverses dimensions. Et une des dimensions, c'est l'aider au sévrage. Il y a l'interdiction des publicités, d'accord? Il y a l'avertissement sur les dangers du tabac. Il y a le monitoring, c'est-à-dire, voilà. Mais il y a aussi taxer. Si on n'a pas la possibilité d'acheter le tabac en détail, on a moins de chances de fumer. Parce que si vous voyez que la cigarette électronique n'est pas trop fréquente ici, c'est à cause du coût. Ouais, voilà. Pas donné. Et donc, si on dit, la taxation du tabac est l'un des meilleurs moyens de lutte contre le tabagisme. Parce que quand on taxe et que le coût est élevé, les gens voient du coup une barrière financière au tabagisme et ça aide énormément à réduire le tabagisme. Et en plus, c'est un très bon moyen pour lever des fonds et les réinvestir dans la santé. Et donc, oui, on encouragerait, moi j'inviterais les autorités à encore taxer le tabac. Il faut taxer. Il faut taxer. Il faut augmenter là-bas, peut-être réduire chez nous. Voilà. Là, il faut taxer et ça va aider. Monsieur Nkemasi, moi je comprends bien, c'est-à-dire que quand on veut aider des jeunes à arrêter de consommer de la chicha, on est clairement dans un processus de sévrage. Est-ce que les jeunes en ont conscience? Est-ce que vous avez déjà eu des cas de jeunes qui arrêtent spontanément ou qui font la démarche de « j'ai envie d'arrêter la chicha ». Est-ce qu'ils sont conscients de la dépendance? Non, actuellement, il faut dire qu'il y a un travail à faire
un travail à faire au niveau de la chicha. Parce que, comme le docteur l'a si bien dit, il y a même des parents qui ignorent la dangerosité de cette chicha-là. Bah oui. Il y a même eu des parents qui ont offert comme cadeau à leurs enfants la chicha. Bah oui. Vous voyez, c'est parce qu'ils ne savent pas que cette consommation-là est dangereuse. Donc nous allons continuer à sensibiliser pour une prise de conscience. Vous voyez, pour arrêter la chicha, c'est comme la cigarette, hein, c'est la volonté. C'est la volonté. Quand vous décidez d'arrêter, vous pouvez arrêter vous-même. Mais il y a d'autres qui sont tellement dépendants qu'il faut vraiment un suivi médical. C'est en ce moment-là qu'il faut orienter ces jeunes vers l'unité de sevrage tabagique pour vraiment avoir un avis des spécialistes et des accompagnements comme les substituts nicotiniques. Le docteur a parlé de la taxe. Il faut dire que la taxe, c'est un moyen efficace pour réduire la consommation de tabac. Vous voyez qu'au niveau de l'UEMOA, il y a eu un texte qui a été pris pour augmenter les taxes. Et l'UEMOA demande à chaque pays d'aller d'un minimum de 50% à 100%. Et qu'est-ce que le Burkina a fait? Le Burkina était à 45%. Et le Burkina Faso a juste augmenté 5% pour se conformer. Donc vous comprenez jusqu'à quel point l'industrie du tabac est forte et elle s'ingère dans les politiques de santé. Et même les autorités, ils arrivent à influencer certaines autorités sur un certain nombre de choses. N'est-ce pas le nerf de la guerre? Oui, mais une autorité qui prend des mesures qui ne vont pas dans le sens de la protection de la santé, de la promotion de la santé de sa jeunesse et de sa population, c'est vraiment pas bon, c'est inquiétant. C'est comme on l'a dit, au Burkina Faso, il y a un début d'application de ces textes-là. Et nous profitons de votre plateau pour une fois de plus interpeller le gouvernement, augmenter les taxes. L'UEMOA a dit 50% à 100%. Pourquoi ne pas aller à 70%? Pourquoi ne pas aller à 80%? Vous voyez, c'est ça. Pendant ce temps, le riz, le kilo de riz, on augmente tout. Oui, c'est sûr. Ce qui concerne si ce vous qui est nous dangereux, laissez on sur ce n'augmente pas. sujet, on ne va pas se lever ici aujourd'hui. C'est sûr. Non, mais c'est important. Mais c'est une réalité claire. Ouais. Pour vous parler maintenant du sevrage de la chicha, voilà. Comment ça se passera si, par exemple, à la suite de ça, il y a des parents qui se disent, tiens, bon, c'est vrai que les garçons ou les filles ou les enfants, ils sont en train de fumer leur chicha chaque semaine, chaque week-end parce qu'il n'y a pas cours. Personne ne pensait que c'était un problème, mais ils le font quand même assez régulièrement et ils se rendent compte que, clairement, il y a une problématique quand même de cette consommation. Ils se rendent compte quand même que ça fait beaucoup de nicotine absorbée et tout cela. Et ils décident, on a envie d'accompagner nos enfants à ce qu'ils arrêtent cette consommation. Il y a l'unité de sevrage. Quand ils arrivent là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut vous dire, hein, nous, on a vu dans des films comment se passe le sevrage de la drogue, c'est flippant. Donc, on se dit, dans quoi je vais mettre mon enfant? Qu'est-ce qui se passe, docteur? Alors, déjà, quand un parent décide d'accompagner son enfant, il est à féliciter. D'accord. Il n'est pas dans la posture de jugement, de punition, il n'est pas dans la posture où il contraint son enfant, il veut l'accompagner parce qu'il a compris que l'enfant est dans des problèmes. Oui. Et notez qu'en général, il n'y a que 5% de gens qui peuvent décider d'arrêter la cigarette et effectivement y arriver seuls. D'accord. Le reste, ils ont besoin d'accompagnement. Il y a des accompagnements sans médicaments, c'est-à-dire psychothérapie, de groupe ou bien individuellement. Les parents peuvent organiser avec un psychologue, avec un spécialiste qui va accompagner l'enfant à faire de meilleurs choix. D'accord. Mais quand vous arrivez au niveau du centre, il y a un entretien qui se fera avec vous pour voir le niveau de dépendance que vous avez. Et en fonction de cela, le spécialiste va dessiner un schéma au sein duquel vous allez naviguer pour arrêter de fumer. D'accord. Et ceux qui s'engagent pour arrêter de fumer, il est très bien qu'ils l'annoncent à leur entourage, qu'ils l'annoncent aux gens qui eux-mêmes y respectent. Et ainsi, ils sont plus attachés. Comme on dit, ils deviennent plus redevables en fait. Et donc, c'est des petites tactiques qu'il faut associer. Et dire que ça demande beaucoup de volonté. Et il faut
faire en fait une sorte de monitoring de soi-même, son comportement. D'accord. Si je prenais 10 et que j'ai arrêté, je me regarde pendant combien de temps je fais sans fumer, etc. Après un mois, il faut se féliciter. Il faut aller par exemple dans un restaurant, tu t'achètes un bon plat parce que tu as réussi à faire un mois sans fumer, etc. Mais dire que non, j'étais à 10 bâtons, maintenant je suis à 5, ça veut dire que c'est bon. Non, c'est faux. À 5, vous êtes encore un gros fumeur et c'est très dangereux pour votre santé. Et donc, ce n'est pas comme dans les films où on va attacher l'enfant, le mettre dans une salle il isolée. Il n'est pas enfermé, isolé, non, tout non, ça. pas du tout. Il est à la maison d'ailleurs. D'accord. Le centre de sévrage, ce n'est pas un endroit où on part enfermer des gens. On n'hospitalise même pas. D'accord. D'accord. Il y a des entretiens, il y a des substances qu'on donne, la nicotine justement, un substitut, pour amener les gens à quitter la dépendance et à devenir des gens en bonne santé. D'accord. Okay. Voilà. Et ce centre est contigu à l'hôpital Yalgado. Ah. Bon. Et il serait bien, si vous avez l'opportunité, de les avoir sur un plateau pour bien exposer ce qu'ils font. Parce que ça fait partie intégrante de la lutte contre le tabac. Quand vous dites aux gens ne pas fumer, quand vous interdisez, si vous n'associez pas l'aide au sévrage, votre intervention n'est pas holistique et les gens vont continuer de fumer, s'enfermer chez eux, comme vous le disiez tout à l'heure, parce que voilà, ce n'est pas interdit que je fume chez moi, dans ma maison, d'accord? Mais il faut les accompagner, d'accord, en leur proposant des solutions psychologiques, des solutions médicamenteuses aussi, pour qu'ils arrêtent de fumer. Est-ce qu'il y a beaucoup qui demandent l'accompagnement au sevrage? Bon, la plupart du temps, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes qui prennent conscience que le tabagisme les amène vers une destination de nord et tout, et qui prennent conscience et qui veulent arrêter de fumer. Et comme il a dit, il y a un coût, mais c'est un coût raisonnable. Et nous continuons vraiment de faire le plaidoyer pour que les substituts nicotiniques, là, puisqu'on a une subvention sur les substituts nicotiniques, mais bon, ils ont pu intégrer ces substituts nicotiniques-là dans la gamme des produits génériques. Je pense que ça va diminuer un peu le coût des substituts nicotiniques. C'est vrai que arrêter de fumer, ce n'est pas facile, mais comme le docteur l'a dit au début, il y a des bénéfices quand vous décidez vraiment que vous voulez arrêter, vous pouvez arriver. Donc, c'est pour une fois de plus encourager les jeunes, ceux qui sont dans le tabagisme, d'arrêter de fumer parce que ce n'est pas bon pour leur santé. Est-ce que arrêter la chicha, c'est difficile? Arrêter la chicha, il y a une dépendance. Ça dépend de la dépendance, du degré de dépendance. D'accord. Quand tu es très dépendant, c'est difficile d'arrêter. Mais quand tu n'es pas très dépendant, avec les conseils, les conseils psychologiques ou autres, je pense qu'on peut arrêter. Voilà. Il faut, par exemple, aussi sortir du cercle qui t'amène à fumer. Du cercle qui valorise le tabagisme. Vous savez, dans les théories comportementales, il y a une des théories qui s'appelle la théorie du réseau social. On a tendance à être amis avec ceux qui adoptent un comportement que nous voulons. Vous verrez que si vous voulez faire le sport, vous allez avoir tendance à chercher des amis qui font le sport, qui peuvent vous motiver à le faire. C'est la même chose que le tabac. Les gens vont rapidement s'associer à des fumeurs. Et vous savez, il y a ce qu'on appelle la solidarité des fumeurs. Ils sont très, très solidaires. Ils fument, il va donner le reste, oui. Et même avec ça, ils se prennent des maladies. Oui, c'est sûr. Voilà. Et donc, il faut pouvoir extirper sortir de l'environnement qui favorise le tabagisme. Ça fait partie intégrante des choses à faire. D'accord? Il faut beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions avec les adolescents, les jeunes, afin qu'ils comprennent la gravité de la décision qu'ils prennent. C'est difficile de dire que arrêter de fumer la cigarette est beaucoup plus facile ou moins difficile que la chicha. Ça dépend du degré de dépendance. Oui, mais c'est toujours plus difficile d'utiliser la chicha que la cigarette parce qu'il y a un dispositif, il faut aller chercher le charbon, il faut s'asseoir, il faut tout. Et d'ailleurs, c'est plus cher. Donc, oui, ça peut être, de cet angle de vue-là, plus facile
de les faire arrêter. De les faire Et arrêter. justement, parlant d'extirper l'élément de son environnement, est-ce que au lieu de l'extirper, le schéma faire bouger tout le monde est envisageable? C'est envisageable si tout le monde s'engage. Parce que comme ce n'est pas un truc où il faut mettre un revolver sur la tempe de quelqu'un, comme ce n'est pas dans la contrainte, parce que d'ailleurs, la contrainte n'est pas un bon élément pour amener les gens à avoir un bon comportement. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la contrainte doit être le dernier recours, d'accord? Et qu'il faut plutôt aller vers l'éducation, vers les choix éclairés. Vous voyez? Ceux qui vous disent que la chicha n'est pas dangereuse, ceux qui vous trouvent des arguments pour dire qu'elle n'est pas bon, elle n'est pas nocive, elles n'ont en général aucune base scientifique, aucun document de recherche. Sauf que parfois l'industrie du tabac, qui est très forte, qui met des millions et des millions de dollars en jeu, arrive à trouver des scientifiques pour produire des papiers qui induisent les gens en erreur. Et c'est la preuve quand Covid-19 a commencé. La science aujourd'hui sait que le tabagisme est un facteur de vulnérabilité. Ça rend Covid-19 est plus dangereux chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. Mais vous allez avoir l'industrie du tabac pour développer des études pour dire que non, en fait, la nicotine protège. Et au début de Covid, on a vu des papiers passer où des gens qui ne fumaient pas ont commencé à allumer des cigarettes en disant qu'on a dit que fumer protège contre Covid-19. C'est complètement faux. C'est terrible et ça fait partie des stratégies de l'industrie du tabac. Et il faut s'armer. Et moi, je conseillerais à toute la communauté d'avoir le réflexe de demander à des agents de santé si ils ont des questions. Et je voudrais aussi interpeller ces agents de santé qui malheureusement fument et parfois même en blouse à l'hôpital, qu'ils prennent conscience qu'ils sont eux-mêmes des modèles et que quand quelqu'un les voit en blouse en train de fumer, inconsciemment, ils pensent que fumer n'est pas dangereux. Surtout, il n'y a plus une argumentation qui peut justifier qu'un médecin me dise de ne pas fumer. Absolument. Et donc, je leur demande de prendre conscience qu'ils sont eux-mêmes des facteurs qui peuvent soit motiver les gens à arrêter, soit motiver les gens à rationaliser le tabagisme et à rester dans le tabagisme. Donc, ils doivent être de très bons conseillers. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement, on n'implique pas systématiquement dans la formation des agents de santé. On devrait le faire. On devrait intégrer le tabagisme dans la formation. On devrait faire en sorte que quand tu reçois un patient, tu prennes 5-10 minutes d'éducation sur le tabagisme pour les accompagner à comprendre les enjeux, les dangers, qu'ils soient fumeurs ou pas, afin qu'effectivement, voilà, ils puissent arrêter. D'accord. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, on sort édifié de cette émission. Il nous reste 3 minutes d'émission. Donc, en 3 minutes, je demandais à chacun de vous qui a un petit message de synthèse, autant pour les adolescents qui sont friands de chicha, qui ont l'impression que la terre, le ciel leur tombe sur la tête depuis la semaine dernière. Alors, qu'est-ce que vous avez à leur dire, autant aux consommateurs, aux parents de consommateurs, que même aux ados qui regardent en mode « Bon, ça c'est un groupe de ceux qui ont l'argent, moi j'ai pas encore l'argent, mais quand je vais avoir l'argent, je vais faire comme eux. » Qu'est-ce qu'ils doivent retenir de cette émission? M. Nikema, pour commencer. Alors, tout simplement que chacun prenne conscience que la consommation de la chicha est dangereuse pour la santé. D'abord, c'est un problème de santé publique. Et en plus de cela, la consommation de la chicha est associée à la consommation de stupéfiants, de drogues qui sont avérées au Burkina. Ça se passe dans les établissements. Ça se passe en dehors des établissements où les gens s'organisent pour consommer. Et ce n'est pas du tout bon pour l'éducation. Que les parents sachent que l'éducation de leurs enfants les incombe. Ce n'est pas à l'école qu'il faut éduquer l'enfant. L'éducation de l'enfant commence à la maison. Il faut que chaque parent essaie de contrôler son enfant, le comportement de son enfant. Parce qu'aujourd'hui, dans les écoles, ce sont des drogues, la cocaïne et autres, le cannabis qui est consommé dans les écoles et qui vraiment est inquiétant pour notre jeunesse. Au niveau du gouvernement,
il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Il ne sert à rien de prendre des textes et de ne pas les appliquer. Monsieur le maire a pris un arrêté récemment pour réglementer la consommation de la chicha. Il faut que tous les acteurs accompagnent cette mesure-là pour qu'elle soit appliquée. Et nous sommes disponibles à accompagner la mairie de Ouagadougou pour le respect de cet arrêté-là. Merci beaucoup, monsieur le docteur. Alors, je voudrais féliciter les autorités burkinabées qui, aujourd'hui, s'engagent dans la lutte de plus en plus. C'est extrêmement important. Dans nos communautés, chers parents, ne fumez pas devant vos enfants, ne fumez pas à la maison. Si vous pouvez, arrêtez de fumer. Demandez de l'aide. Il y a la possibilité de demander de l'aide au niveau des centres de sévrage qui se trouvent à côté de l'hôpital Yalgado. Allez-y faire un tour. Pour les jeunes adolescents, je voudrais dire que commencer à fumer, quelle que soit la forme, met en danger ton avenir. Ça ralentit le développement de ton cerveau, donc ton quotient intellectuel va prendre un coup, ton rendement intellectuel va prendre un coup, et ça met en danger ta santé et la santé de tes partenaires. Ta copine, ta future femme et tes enfants sont en danger déjà avec le comportement que tu adoptes aujourd'hui. Et si tu regardes parmi ces jeunes-là, la plupart de tes camarades qui t'encouragent à fumer sont dans un trou avec toi et vous devez pouvoir vous en sortir en demandant de l'aide. Allez-y voir un agent de santé, cherchez à parler à un aîné, à quelqu'un qui ne va pas vous juger et qui va plutôt vous aider à vous en sortir. Vous êtes l'avenir du Faso. Le Burkina Faso de demain compte sur vous, cette jeunesse-là, consciente, cette jeunesse en bonne santé. Parce que quand vous fumez, quand vous utilisez la drogue et tout, vous n'êtes plus en bonne santé. Vous ne serez pas à même de porter le flambeau. Le Burkina Faso compte sur vous et vous n'avez pas le droit de le décevoir. Eh bien, le message est passé. J'espère que vous avez pris bonne note. Nous, on s'arrête là pour aujourd'hui. On va quand même prendre le numéro de Akonta pour tous ceux qui aimeraient bien entrer en contact avec vous. Ok, vous pouvez appeler au 76 79 43 73. D'accord. Oui. Est-ce que le docteur veut laisser un numéro? Oui, alors je vais laisser le numéro de mon assistante, 74 88 74 83. D'accord. Si vous demandez, on me fera signe. Ça marche. Merci beaucoup à tous les deux pour ce temps et pour cet échange fort enrichissant. Et surtout, bon vent dans votre lutte, parce que c'est un combat de longue haleine et on vous souhaite toute la force pour y arriver. Et à vous, chers téléspectateurs, on espère vous avoir apporté quelque chose aujourd'hui. Si vous vous posiez des questions sur la chicha, on espère vous avoir amené des éléments de réponse. Ce qui est sûr, c'est que désormais, vous le savez, c'est dangereux. Heureusement, il y a le centre de sevrage. Il n'est jamais trop tard pour arrêter. L'idéal, certainement, c'est de ne pas tomber dedans. Bonne suite, on se dit à demain avec un autre sujet et d'autres invités. Portez-vous bien, surtout, prenez soin de votre santé. Au revoir.